Bienvenue dans cette troisième et dernière partie du chapitre de Tales of Comics consacré aux femmes, et commençons sans plus attendre en abordant la misogynie et le désastre des années 50. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, à la fin des années 40, le public ne voulait plus entendre parler de la Seconde Guerre mondiale. Les comics de super-héros étant très patriotiques à l'époque, on finit par en pâtir. Mais ce n'est pas la seule raison de leur disparition. Il y avait bien sûr le McCarthyisme, mais c'est surtout un homme qui aida à les enterrer presque définitivement. Un soi-disant spécialiste en psychologie infantile, le docteur Frédéric Wertham, et son œuvre répugnante, dégoulinante de démagogie, Seduction of the Innocent. Je vous dispense de la biographie du docteur Wertham, je la réserve pour une prochaine fois. Toujours est-il qu'en 1954, le docteur sort son livre et cela provoque le scandale auprès des parents. Alors, que dit-il dans son torchon? Son œuvre. Grosso modo, que les comics de super-héros, mais aussi ceux de western, de polar et les teenage romance, transforment les enfants en délinquants juvéniles et enfants de futurs psychopathes et pervers sexuels. Tous les personnages de comics ont subi ces foudres, mais vu qu'aujourd'hui je traite surtout des personnages féminins, je vais me contenter de vous faire un résumé sur le traitement que leur a accordé le bon docteur Wertham en omettant les héros masculins. Alors, que pensait le docteur de Catwoman et Wonder Woman? Pour lui, la première, vêtue d'un masque de félin et armée d'un fouet, est certainement une pratiquante du sadomasochisme à tendance dominatrice, et pour la seconde, notre princesse Amazon est pour lui, sans nul doute, une lesbienne refoulée pratiquant le bondage. Tout naturellement, vous allez me dire, et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie privée, non? Et je suis bien d'accord avec vous, mais je vous rappelle que l'on parle des années 50. Le BDSM, l'homosexualité, la polygamie étaient considérées comme des pathologies psychologiques et vous assurer un séjour en clinique psychiatrique. Et à l'époque, les thérapies se faisaient à coups de morphine dosage éléphant, électrochoc, et les plus chanceux avaient droit à une trépanation. Suite à la sortie de ce livre, plusieurs directeurs de maisons d'édition se sont rassemblés pour rédiger ce que l'on appelle le Comics Code Authority. Le but étant de calmer les censeurs et la colère des parents. Et il y a tant à dire sur le Comics Code Authority que je le garde pour le jour où nous aborderons l'histoire des maisons d'édition. Quelles ont été les répercussions? Eh bien c'est simple, Lois Lane a abandonné son rêve de décrocher le prix Pulitzer pour celui de devenir Madame Superman, sous-entendu femme au foyer. Wonder Woman devient la secrétaire de Steve Trevor, et dans les pages de la Justice League, hormis pendant les combats, elle tient le rôle de femme de ménage, aspiro, vaisselle et cookie garantie. Catwoman, quant à elle, brillera par son absence dans les séries du Chevalier Noir puisque son apparition y a été formellement interdite entre 1954 jusqu'en 1966. Et il faudra attendre la série d'Adam West pour revoir le petit minois de la féline fatale. Pour combler son absence et aussi pour contrer les propos du docteur Wertham dans son torchon, les responsables éditoriaux décideront de donner à Batman et Robin des petites amies. Et c'est ainsi que Katie et Betty Kane deviendront Batwoman et Batgirl. Outre le fait que leur seule motivation à devenir justicière est de séduire le duo dynamique, elles sont les premiers membres de ce que va devenir la Bat Family. À chaque fois que je vois cette image, j'ai envie de pleurer, putain. Bruce, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Bruce? Comme vous l'avez sûrement compris, durant cette période, les personnages féminins sont surtout relayés au rôle de l'amoureuse ou love interest pour utiliser le terme technique. Elles deviendront l'objet de romances pour les super-héros et de ce que j'appelle le double triangle amoureux. Alors si vous regardez des séries télé, vous savez sûrement ce qu'est un triangle amoureux. C'est lorsque deux personnages d'une même histoire sont amoureux d'une même fille et que celle-ci hésite entre les deux. C'était souvent l'intrigue principale des séries que ma sœur regardait durant son adolescence. Alors le double triangle amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la fille dont est amoureux le personnage principal n'est pas amoureuse de lui, mais de son identité héroïque. Un exemple au hasard, la relation Clark Kent, Lois Lane et Superman. Comme si ce n'était pas déjà assez le bordel, le meilleur ami du héros, ou parfois son pire ennemi, s'entiche aussi de la jeune femme. Le premier triangle amoureux se situe entre le personnage principal, sa version héroïque, et la fille dont il est amoureux, et le deuxième entre le héros, la fille, et son meilleur ami, ou dans ce cas, son pire ennemi. Merci Lex, j'ai toujours su qu'on pouvait compter sur toi.
J'ai pris Superman en exemple, mais Stan Lee, scénariste principal des séries Marvel dans les années 60, en a fait une spécialité. Et en plaçant les femmes en tant qu'objet d'histoire d'amour, il restaure la tradition de la demoiselle en détresse. On ne compte plus le nombre de fois où Susan Storm a été kidnappée par Namor ou Doctor Doom dans les pages de 4 Fantastiques durant cette décennie. La suite de l'histoire, vous la connaissez, à la fin des années 60, il y a eu ce que l'on appelle la révolution sexuelle. Et à ce moment-là, la place de la femme dans la société a considérablement changé. C'est à cette époque qu'est créé Poison Ivy, qui à l'origine est tout simplement une criminelle écolo armée d'une arbalète. Son costume vert feuille est là pour représenter le mouvement Flyer Power et le courant ascendant du féminisme de l'époque. Si on veut pousser la symbolique, il peut aussi évoquer Gaïa, la terre nourricière. Poison Ivy sera très présente dans les séries du Chevalier Noir pour jouer le rôle de la femme fatale en l'absence de Catwoman. Toujours à la fin des années 60, 2 justicières vont intégrer l'univers DC, Barbara Gordon en tant que Batgirl, la vraie cette fois, qui se montre bien meilleure détective que son père. Puis ce sera au tour de Dina Lance, la fille de la première Black Canary, d'arriver sur Terre pour remplacer Wonder Woman au sein de la Justice League. C'est à son arrivée dans notre monde qu'elle récupérera son pouvoir, le célèbre Canary Cry. Et en 1969, c'est la Valkyrie qui arrive chez les Vengeurs pour libérer les filles de l'oppression masculine et former, le temps d'un épisode, le premier groupe de super-héroïnes. Diana, malgré la perte de ses pouvoirs, continuera elle aussi son combat contre le crime. La libération des mœurs s'est aussi symbolisée au travers des tenues vestimentaires que portaient les super-héroïnes. Adieu les combinaisons complètes avec col roulé et bonjour bikini et décolleté plongeant. À partir des années 70, tout comme Jean Grey abandonna l'identité de Marvel Girl pour devenir le Phénix, bon nombre de ces demoiselles, avec ou sans pouvoir, ont pris leur envol et sont devenues des héroïnes à part entière. Kara Zor-El a fini par obtenir sa propre série dans le magazine Superman Family en premier lieu, avant d'avoir son propre comics en 1982 et un film en 1984. Wonder Woman, quant à elle, aura droit à une série télé qui durera de 1975 à 1979. Batgirl fait équipe avec Robin dans les pages de Detective Comics où les 2 adolescents mènent l'enquête sans l'ombre de Batman. Mais les éditions Marvel n'ont rien à envier à la distinguée concurrence et ont même marqué l'histoire en créant des personnages tels que Storm, la première super-héroïne africaine et déesse du climat. Mais les améliorations les plus intéressantes de cette décennie pour la gente féminine a été fait par un homme nommé Gerry Conway. Après avoir créé le personnage de Power Girl pour DC, cet artiste ira scénariser la série Miss Marvel, ce qui permit à Carol Danvers de vivre ses propres aventures avant d'intégrer l'équipe des Avengers. Ce même Gerry Conway qui avait fait de Black Widow la partenaire de Daredevil avant que celle-ci ne prenne la tête de l'équipe des Champions. Une autre super-héroïne apparaîtra à la fin des années 70, sortant de l'ombre, la première Spider-Woman, Jessica Drew. Des thématiques portant sur les violences conjugales ou les mauvais traitements que subissent les femmes sont abordées dans les séries importantes. Il y a eu l'affaire Hank Pym contre Janet Van Dyne pour les Vengeurs, mais aussi l'affaire Mockingbird, la femme de Hawkeye, qui avait subi une agression sexuelle alors qu'elle avait été droguée par Phantom Rider. Pendant les années 80, il sera de plus en plus fréquent de voir les héroïnes prendre le leadership de divers groupes, mais aussi devenir le personnage principal de leur propre magazine. Pour moi, cette décennie restera marquée par le travail de George Perez et John Byrne. George Perez redonna à Wonder Woman toute sa grandeur et la rapprochant des dieux, et John Byrne qui tour à tour a sublimé le personnage de Jean Grey dans les pages de X-Men, a fait épanouir le personnage de Susan Storm en faisant le membre le plus puissant des 4 Fantastiques. Et lors de son passage sur la série She-Hulk, il enferma Jennifer Walter dans la peau de l'athlète de Jade, et ce pour un état permanent. Mais ce n'est pas une malédiction, car contrairement à son cousin, Miss Hulk adore son super pouvoir. Malheureusement, durant les années 90, l'industrie du comics subit une nouvelle crise économique pour diverses raisons et encore une fois, les personnages féminins ont fini par en pâtir. Et afin de créer des situations dramatiques, les petites amies de super-héros se font dézinguer à tour de bras. Alors il était déjà arrivé ponctuellement par le passé que les petites amies d'un super-héros soient tuées par leur némésis, comme par exemple Gwen Stacy pour Spider-Man ou Iris West pour Barry Allen. Et déjà à l'époque cela n'avait pas été très apprécié par le lectorat, mais les années 90 sont une véritable boucherie. Pour ma part, la mort la plus marquante reste celle de la petite amie du Green Lantern, Kyle Rayner, dont il retrouvera le corps en morceaux dans son frigidaire. À cette époque-là, c'était aussi la mode des corps féminins croqués à des proportions, ou plutôt des mensurations, complètement abusées.
Durant les années 90, en plus de faire face à des crises internes liées à leur fonctionnement, les maisons d'édition de comics devaient faire face à une nouvelle forme de concurrence sur le territoire américain, les mangas. Alors si vous êtes déjà choqué par les formes des super-héroïnes, ne lisez pas de manga. Ne mettez jamais les pieds à Akihabara, le quartier otaku de Tokyo. Les vitrines sont remplies de lolis et les rues de jeunes japonaises vêtues en soubrette qui distribuent leurs tracts. Mais heureusement, le temps passe et les choses continuent d'évoluer. Miss Marvel a vaincu ses problèmes d'alcoolisme et a fini par hériter du titre de Captain Marvel. Spider-Woman a fini par trouver sa place au sein des Vengeurs, puis des Spider-Womans. Supergirl a fini par revenir dans les comics, mais aussi à la télé. Jessica Jones a surmonté ses traumatismes, Barbara Gordon est redevenue Batgirl, et Wanda a retrouvé ses enfants et a enfin sa propre série. D'autres dont je tairai le nom, qui ont longtemps été les demoiselles en détresse de certains héros, sont même devenues des super-héroïnes à part entière. Une nouvelle génération d'héroïnes et de lecteurs ont vu le jour depuis. Il y a la nouvelle Miss Marvel, l'une des premières super-héroïnes musulmanes, X-23 a récupéré le titre de Wolverine, et de prometteuses jeunes femmes ont repris des titres de héros classiques tels que Iron Man, Hawkeye et la Guêpe. Et même Gwen Stacy a fini par revenir à la vie après de longues années d'absence pour devenir une héroïne cool et indépendante. En voyant ça, j'ai envie d'être optimiste et de me dire que d'ici une décennie ou deux, le cliché de la demoiselle en détresse, ainsi que toutes les vieilles traditions qui s'y rattachent, auront définitivement disparu des comics, de l'industrie du divertissement et de nos mémoires. En attendant ce jour, je vous laisse avec la voix de Diana Argo et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain Tales of Comics. Ciao. This is a man's world, but would me not.